coopération sud-sud au service du développement certain des pays africains, une conviction partagée par les dirigeants ayant pris part au 3e sommet afro-arabe. En 2 jours de travaux dans la capitale koweïtienne, le président du Faso et ses pairs sont arrivés à la conclusion qu'il faut renforcer la coopération politique entre les espaces africains et arabes. Retour dans ce journal sur les grandes lignes du sommet de Kuwait City. Ouagadougou, quant à elle, vit au rythme des UACO, la 9e édition. Ce matin, l'ouverture du colloque s'est appesantie sur le thème même de ces universités africaines de la communication. Les communicateurs au service de la paix et de la démocratie en Afrique dépendent de quelques paramètres, lesquels nous seront divulgués dans le cours de ce journal. Et puis, sur le même sujet, nous recevrons M. Olivier Zenyarata, qui est l'invité de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. L'agriculture, le commerce, l'investissement, l'économie de manière générale sont les domaines à renforcer dans les rapports qui existent entre le monde arabe et l'Afrique. Pour le Burkina Faso et par la voix de son président, la coopération politique entre les 2 espaces est à renforcer pour un développement certain des pays africains. Aboubakar Sagnon, de retour de Kuwait City, revient sur les grandes conclusions du 3e sommet afro-arabe. À l'issue des travaux du 3e sommet afro-arabe, les chefs d'État ont décidé de renforcer leurs liens de coopération sur le plan économique et commercial afin de booster le développement de leur pays et offrir aux populations de meilleures conditions de vie. Ils ont convenu de renforcer la coopération sur les questions liées au développement rural, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Le partenariat dans le domaine de l'énergie sera aussi musclé afin de développer conjointement des sources d'énergie nouvelles, fiables et abordables dans les 2 régions. Les dirigeants du continent africain et du monde arabe ont également décidé de mettre en place un mécanisme conjoint de financement des projets de développement. Au total, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie volonté de part et d'autre maintenant de faire des questions d'investissement et des questions de développement économique le moteur de notre coopération. Et ce sont ces questions-là qui peuvent le plus nous mettre à même de nous mettre à l'abri d'un certain nombre de problèmes, d'instabilité et d'insécurité. Et sur ce volet politique et sécuritaire, le président du Faso, qui s'est exprimé à cette haute tribune, a expliqué que l'édifice d'un partenariat commercial, financier et économique solide a comme fondement une coopération politique renforcée. Pour Blaise Compaoré, le Burkina Faso continuera à s'investir pleinement dans ce sens, persuadé que le dialogue politique constitue une voie privilégiée pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix et de la sécurité, clé du développement. Les États de l'Union africaine et de la Ligue arabe ont aussi décidé de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le prochain sommet afro-arabe se tiendra dans un État africain en 2016. À Kuwait City, le président du Faso a accordé des audiences à certains responsables koweïtiens dont les actions s'étendent jusqu'aux populations burkinabè. Ils ont fait au chef de l'État le point sur leurs domaines d'intervention que sont entre autres la santé, l'éducation ou encore le social. Et puis, Blaise Compaoré a rendu une visite de courtoisie à son homologue congolais. Le point de ces audiences avec Aboubakar Sagnon. C'est dans cet hôtel de Kuwait City que le président du Faso a reçu les 2 dirigeants d'organisations non gouvernementales koweïtiennes. Blaise Compaoré s'est d'abord entretenu avec le directeur général de l'Organisation internationale de la charité islamique. Abdoulal Al-Matou est venu échanger avec le président du Faso sur les projets que son organisation mène au Burkina Faso, notamment dans l'humanitaire, le social et la santé. Et aussi, il a parlé d'une collaboration future entre leur pays et le Burkina Faso en qualité de chef de cette ONG. Il dit qu'ils auront à effectuer des projets au pays, tels que des projets de construction, des projets d'aide aux orphelins, et qu'ils vont intervenir aussi dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et aussi, il a parlé du Cheikh Doucouré, Aboubakar Doucouré, en disant que c'était un membre
vraiment actifs dans leur ONG et que c'est aussi le président de leur office au Burkina Faso. Le président du conseil d'administration de Direct Aid, qui a déjà 6 centres, des écoles et des camps d'opération de la cataracte au Burkina Faso, a échangé avec le président Compaoré sur les actions de développement de sa structure. Actuellement, nous sommes en train de changer notre stratégie pour mettre l'accent sur le développement des ressources humaines. Et le président du Faso nous a personnellement instruit de mettre l'accent également sur la création d'emplois et nous allons essayer de prendre cela en compte. Et quand on prend en compte également le plan, la nouvelle initiative qui a été lancée par l'émir du Koweït, nous pensons qu'à travers cette nouvelle initiative, nous allons pouvoir développer des plans de financement pour les microcrédits à l'endroit donc des populations burkinabées. Et nous pensons que cette initiative va également profiter donc aux différentes populations. Direct Aid a organisé un forum international sur l'investissement et le secteur privé. Et en tant qu'organisation, nous apportons notre soutien au secteur privé en apportant des données, en apportant des informations donc au niveau donc de ces organisations, de ces acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent investir sur le continent africain. Et nous pensons que l'avenir est brillant, l'avenir est prometteur au niveau du continent africain à travers donc l'initiative que nous allons mettre en place et nous pensons que ça va bientôt porter des fruits. À l'issue de ces 2 audiences, le président du Faso a rendu une visite de courtoisie au président congolais Denis Sassou Nguesso, également présent à Kuwait City dans le cadre du 3e sommet afro-arabe. Et puis, ce matin, il s'est ouvert à Ouagadougou une conférence internationale sur les biocarburants, l'état du potentiel africain, mais surtout, échange de bonnes pratiques en la matière. Experts et décideurs sont réunis dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La réflexion entamée veut aboutir à une utilisation moderne de l'énergie, gage d'un développement économique et social. Karim Patrick Namwano. La promotion des biocarburants et des bioénergies et surtout leur appropriation par la population rurale en Afrique, c'est l'enjeu de cette rencontre internationale. Le défi aujourd'hui pour les pays en voie de développement, c'est de passer d'un usage domestique à un usage moderne de l'énergie. À Ouagadougou, experts, décideurs, chercheurs, représentants d'ONG et d'entreprises des 5 continents se proposent donc de développer des solutions énergétiques durables, respectueuses de l'environnement. Il y a des enjeux qui peuvent être mis en compétition entre la production d'énergie et celle d'aliments. Et je pense qu'il est souhaitable dans les années à venir, en termes de stratégie et de mise en œuvre de nos stratégies, et le CIRAD y contribue, de s'assurer de la participation de tous, n'est-ce pas? Ça concerne également l'agriculture, le développement rural et ces dimensions-là, sociales, territoriales, économiques, foncières, sont à prendre en compte dans un très proche avenir. Au Burkina Faso, tout comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, la consommation énergétique montre une forte prédominance du bois de chauffe à 82%, suivi des hydrocarbures à environ 14%, puis de l'électricité à environ 4%. Il est urgent que le dialogue entre tous les acteurs impliqués se poursuive et se renforce afin d'assurer un développement durable des dites filières. À ce propos, la certification des produits biocarburants, la valorisation des résidus agricoles et des tourteaux, la mise en place ou le renforcement de cadres institutionnels et réglementaires doivent être nos objectifs cibles pour les 2 prochaines années. En outre, les questions sur la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, le foncier et de lutte contre la pauvreté ne doivent pas être occultés parce qu'ils sont au cœur même de cette problématique des biocarburants. 300 personnes participent à la conférence de Ouagadougou, dont les conclusions devront contribuer à long terme au développement durable, principalement en milieu rural.
L'un des objectifs de la BAD est d'investir dans les secteurs clés de développement, d'où leur présence dans les pays relevant de l'institution. Et c'est ainsi que le nouvel administrateur de la Banque africaine de développement a initié une séance de travail avec le département de l'économie et des finances. Adama Koulibaly a interrogé pour nous le diplomate qui revient sur ses missions et sur les relations qu'il entretient avec les autorités burkinabées. Je suis élu comme administrateur représentant le Burkina Faso et 8 autres pays depuis le mois de mai dernier. Et j'ai pris mes fonctions au début du mois de juillet. C'est aujourd'hui que j'ai eu l'honneur et l'occasion de venir d'abord remercier le gouvernement, le président de la République et son gouvernement, de m'avoir fait confiance et de me confier cette lourde responsabilité de représenter les intérêts du Burkina Faso au sein de la Banque africaine de développement. Donc, à ce titre, je remercie vivement Monsieur le ministre qui est aussi le gouverneur de la BAD d'avoir fait cette confiance, et je témoigner aussi de mon engagement à mieux servir les intérêts du Burkina Faso pour que la Banque africaine de développement puisse apporter davantage dans la construction du développement économique et social du Burkina Faso. On en vient à présent à la tenue de la 9e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Ce matin, la conférence introductive des universités a porté sur le thème même de la rencontre, communication, paix et démocratie en Afrique. Pour le professeur Serge Théophile Balima, le conférencier, les médias peuvent contribuer fortement à l'enracinement de la paix et de la démocratie. Jacques Lamissa-Tarpaga nous fait le point. Il constitue l'interface entre les pouvoirs publics et les populations. À ce titre, les médias jouent un rôle important dans l'ancrage de la paix et de la démocratie en Afrique par l'information. Les professionnels de la communication doivent s'évertuer à rapporter non seulement les différentes opinions, mais à expliquer la réalité, à éclairer celle-ci, à faire comprendre les faits, à sortir nos citoyens de l'ignorance qui entrave le bon fonctionnement de nos institutions et compromet la paix sociale. Mais l'image de l'Afrique et de ses dirigeants, très souvent associée à tous les maux, est de nature à compromettre la paix. Sur l'Afrique, par exemple, un processus de sociologisation consiste à rechercher, à travers le continent noir, une explication qui renvoie toujours à des caractéristiques établies, telles la malgouvernance, la criminalité, les épidémies et les catastrophes interminables. Ainsi, le désordre est attribué à l'Afrique, à ses hommes politiques, à ses fonctionnaires, à ses intellectuels, tous pourris, tous foutus. Par ces clichés à répétition, les traits de personnalité associés aux citoyens africains sont du domaine de la dérision ou du dérisoire. Cette vision exagérément standardisée est un facteur de trouble et d'instabilité parce qu'elle légitime la contestation. Selon le conférencier, il faut repenser une nouvelle démarche pour la démocratie en Afrique. Cela permettra aux médias de travailler à la pleine participation des populations à la gestion de l'État, ce qui évitera certainement les nombreuses contestations et conflits de tout genre sur le continent. Je vous le disais en titre, M. Olivier Zeniarata est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, vous êtes le président de l'agence Afrique.tv et du groupe Afrique.com et vous participez à cette 9e édition donc des UACO. Alors, le professeur Balima le disait dans le reportage que nous venons de suivre que les médias africains peuvent contribuer fortement à l'enracinement de la paix et de la démocratie. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je partage absolument cet avis. Les médias ont un rôle, évidemment un rôle social pour arriver à exprimer la diversité d'une société et à lutter ainsi contre tout phénomène de raidissement ou d'intégrisme politique. En fait, les médias peuvent construire la tolérance en rendant compte des différentes opinions, des différentes visions. S'ils ne font pas ce travail, il y a des risques de dérive. Et de ce point de vue,
il y a une responsabilité sociale des médias. C'est ce qui était mis en avant par les intervenants d'ailleurs de ce matin. Je voudrais rappeler une phrase que sans doute vous connaissez, d'Hervé Bourges, qui a été un grand qui est d'ailleurs toujours un grand de la télévision et de la communication en France et en Afrique, qui était que le journaliste ne doit être ni griot servile, ni détracteur stérile. Et je crois qu'effectivement, le chemin du journaliste, c'est la recherche de la vérité et l'expression de la diversité des opinions qui seule permet, parce que cela évite le raidissement, l'intégrisme, le durcissement au sein des affrontements politiques, sociaux, culturels. C'est la seule manière, en fait, de construire la tolérance. C'est le chemin de la tolérance que doit servir, défricher, jour après jour, le média. Alors, les médias transnationaux et étrangers sont très souvent accusés de noircir un peu l'image de l'Afrique, de raconter ou encore de pointer du doigt donc les problèmes africains, ce qui pousserait peut-être les jeunes à se révolter. Quelle est votre réaction par rapport à cette accusation-là ? Il est parfaitement exact que les médias, d'une manière générale, et les médias internationaux d'une manière particulière, sont soumis à une loi qu'on connaît bien en matière de communication, qui est que le phénomène grave, l'événement regrettable, tragique, attire l'attention, alors que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. C'est un des problèmes que connaît l'Afrique dans sa mise en lumière par les médias internationaux. On ne peut pas parler d'une intentionnalité négative. On ne peut pas dire que les médias internationaux voudraient de manière générale donner une image négative. Ce n'est pas le cas. Simplement parce qu'ils sont loin. Alors ils ne voient que ce qui ne va pas. Et c'est tout à fait le problème est là. C'est-à-dire que la distance fait qu'ils ne voient que ce qui ne va pas. Et ce qui va ne les intéresse pas. Et ce qui ne va pas peut-être amène peut-être plus à avoir beaucoup plus de lecteurs peut-être. Mais vous êtes au cœur du problème, c'est que pour le média, comme pour l'opinion générale, il vaut mieux parler d'une catastrophe que de parler d'une récolte fournie et abondante, que de parler d'entreprises, etc. Or, le problème de l'Afrique aujourd'hui, d'une manière générale, c'est qu'elle connaît un fort développement économique, alors que l'Europe est en stagnation, alors que les États-Unis ne vont pas bien, alors que de nombreuses régions du monde ne vont pas bien. L'Afrique connaît de manière générale un développement économique. Or, la vision positive qui viendrait du constat d'un certain nombre de réalisations, qui viendrait du constat et du partage d'expériences, qui sont les expériences que peuvent vivre aujourd'hui des Africains, eh bien, ne peut pas passer sur les médias internationaux. Et c'est la raison précise pour laquelle, avec un certain nombre de confrères africains, journalistes dans une quinzaine de pays africains, nous avons créé Afrique.com. Parce que nous voulions que sur Internet, il y ait une information qui émane de l'Afrique, qui soit le fruit du travail de journalistes africains et qui ne pâtisse pas du prisme déformant de la distance par rapport à l'événement. Très bien. Alors, donc, Monsieur Zemiarata, je rappelle que vous avez été directeur du développement de France Télévisions et cet après-midi même, vous allez faire une communication sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Alors, est-ce que cette TNT-là a des enjeux pour l'Afrique et surtout, est-ce qu'elle tombe bien pour des pays comme le Burkina Faso? Alors, la TNT, c'est le prochain horizon, c'est la prochaine frontière de la communication d'une manière générale et de l'audiovisuel en particulier. On passe au numérique. Et ce passage, on ne peut pas le refuser. C'est un peu comme au moment de la diligence, quand on est passé au train. Certains disaient, mais non, la diligence c'est mieux. Oui, la diligence c'est mieux, mais néanmoins, le train, c'est une nécessité. La voiture, c'est une nécessité. On passe à une étape différente.
Et donc à ce moment-là, il est difficile de refuser le progrès. Le numérique, c'est la prochaine étape. Cette étape, elle est très proche. Parce que tous les États africains se sont entendus pour arrêter la diffusion analogique, la diffusion de la télévision que là, aujourd'hui, les Burkinabés reçoivent, comme la plupart des Africains. Arrêter cette diffusion dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi. En 2015. Donc en 2015, eh bien, la télévision que nous connaissons aujourd'hui n'existera plus. C'est une révolution, ça en sera une nouvelle. Celle-là, elle est numérique. Il y a plusieurs avantages. L'avantage du numérique, c'est d'abord de pouvoir diffuser plus de chaînes. Le deuxième avantage du numérique, c'est la qualité. C'est aussi que ces chaînes-là, on peut les choisir et faire en sorte de leur imposer des critères de qualité. Et donc, avec plus de chaînes et des chaînes de meilleure qualité, normalement, tout le monde passe au numérique. Et l'engouement pour le numérique, c'est quelque chose qu'ont connu la plupart des pays qui ont lancé le numérique. Mais ça impose des investissements. Et comme le disait très justement le ministre Traoré, ministre de la Communication du Burkina, ce matin lors du petit déjeuner de travail sur le passage à la télévision numérique, ces investissements sont lourds et il est important de les gager sur les recettes liées aux dividendes numériques, c'est-à-dire sur de trouver les financements dans la manière dont on pourra valoriser ensuite les fréquences qui seront libérées par la télévision analogique. D'accord. Et pour en savoir plus, donc vous donnez rendez-vous cet après-midi même à Azalai Hotel pour justement cette communication sur la TNT et beaucoup plus d'enjeux, je suppose, par rapport à cette TNT-là. Monsieur Zeniarata, merci pour votre disponibilité. Merci à vous, c'était un plaisir. Alors je rappelle que vous êtes le président de Africom et de l'agence Afrique.tv. La suite de ce journal et puis à seulement 200 000 francs CFA et sans permis, ceux qui le voulaient pouvaient entrer en possession d'une arme et pas des moindres, le AK-47 classé dans les armes de guerre, parmi donc les armes de guerre. Et le présumé vendeur mais aussi fabricant de ces armes a été mis aux arrêts en pleine ville par la gendarmerie de Bogandé dans la région de l'Est. Le point avec Jonas Wemba et Bouma Ernest Nebier. Ce fusil Kalachnikov AK-47 de type commando arme de guerre coûterait 200 000 francs CFA chez Jean Lankwandé. C'est la révélation que ce dernier a faite aux enquêteurs de la brigade territoriale de la gendarmerie de Bogandé dans la Nyanya. Jean Lankwandé a été interpellé pendant qu'il tentait de vendre un pistolet automatique dans un débit de boisson dans la ville de Bogandé. Nous avons tenté de vouloir connaître qui réellement était le monsieur. C'est là qu'il nous a présenté des pièces d'état civil sous le nom de Koné Jean, ivoirien, d'ethnie Sénoufo. C'est là que, immédiatement, 2 visiteurs sont arrivés dans l'intention d'intervenir à sa faveur. Ces derniers nous sont présentés à nous en disant qu'ils venaient pour voir leur cousin que nous venons de conduire à la brigade qui se nommerait Lankwandé Jean. Voici maintenant une personne avec 2 identités. Ça a attiré notre attention. Nous avons immédiatement rendu compte à notre commandant de compagnie et à monsieur le procureur, tout en procédant à la garde à vue du monsieur. Lankwandé est bien un Burkinabé d'ethnie Gourmanché. Arrivé à Bogandé le 16 octobre dernier, Jean Lankwandé, selon le commandant de la brigade, avait à sa possession le fusil AK-47, 2 chargeurs et 114 balles. Les recherches ont permis aux enquêteurs de saisir aussi le pistolet automatique, son chargeur, 9 balles, un étui et une casquette militaire. Tout un arsenal pour s'aimer la terreur dans la province. Voilà, merci pour votre attention. Très bon après-midi à toutes et à tous.